Bonjour à toutes et à tous. Alors, le thème, je crois, sur lequel ceux qui ont mis d'accord, c'est celui de l'agroécologie, avec comme objectif de nourrir, si vous êtes d'accord, correctement, si vous êtes d'accord, durablement, si vous êtes d'accord, l'humanité tout entière. Voilà, pas de faim, pas de malnutrition, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande, des oméga 3, alors une alimentation équilibrée, des calories, des protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants, une alimentation équilibrée. Puis en plus de la solidarité entre nous, peut-être pas mal. Et si on pouvait que durablement, effectivement, il y ait entre nous une solidarité et que les agriculteurs, les agricultrices, les paysans, les paysannes, auprès desquels éventuellement j'essaie de dire oui, on peut nourrir correctement et durablement aujourd'hui 8 milliards d'habitants sur la planète, peut-être plus de 10 milliards d'habitants en 2050, que techniquement c'est possible. Je pense que ce serait pas mal d'être solidaire aussi avec ces gens-là, ces paysannes, ces paysans. Alors je voudrais juste vous démontrer que techniquement parlant, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, 8 milliards d'habitants aujourd'hui, 10 milliards d'habitants dans 2050, donc une population croissante, il y a une question évidemment de volume disponible quand même, notamment dans les pays qui sont déficitaires. Attention, en France, on est excédentaire, hein, on est excédentaire en poudre de lait, on est excédentaire en céréales, on est excédentaire en certains œufs, viande, etc. Mais il y a des pays qui sont déficitaires. Chez nous, on pourra, vous allez voir, s'autoriser à produire moins de ce dont on est excédentaire, mais dans d'autres pays, il faut quand même arriver à produire plus pour qu'ils puissent retrouver une plus grande souveraineté, une moindre dépendance alimentaire sur les produits de première nécessité, en tout cas. Ça me paraît évident. Donc la question des volumes, population croissante, est quand même une question légitime. La question de la qualité, c'est la qualité nutritionnelle, c'est la qualité sanitaire, je l'ai évoqué, c'est la qualité gustative. Je trouve que c'est, à la limite, une bonne nourriture, je trouve que c'est pas mal. Moi, je me sens mieux et je digère mieux après ça, quand ça a été bon. Et du coup, après, ça dépend culturellement ce qu'on appelle le bon ou le mauvais. Qu'importe, voilà, il y a des ambitions très fortes. Et est-ce qu'on pourrait y arriver? Comment pourrait-on y arriver? Alors la réponse, si la question n'est que technique, est-ce qu'on pourrait y arriver? La réponse est catégorique, oui. Oui. Alors, maintenant, à moi de vous convaincre que techniquement, c'est possible. Et après, est-ce que politiquement, on peut y arriver? Ça, ce sera vos questions dans le débat. Et je vous inviterai à la plus extrême prudence à mon égard sur cette question-là. Mais techniquement, oui, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. On a besoin d'énergie dans notre alimentation, l'énergie, les kilocalories, 2200 kilocalories par jour au moins tous les jours. C'est l'énergie qu'on va dépenser au travail, dans les loisirs, les déplacements, les battements du cœur, le travail du cerveau. Où trouve-t-on cette énergie dans l'alimentation? Et d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Ben vous le savez, mais pourquoi on l'oublie? Ça nous vient du soleil. Et je ne sais pas si ça vous a été raconté, mais moi on m'a dit qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons soleil avant des milliards d'années. Donc durable, c'est durable. Alors je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare. Je fais exprès d'employer le mot intensif à l'hectare, de ce qui est gratuit, l'énergie solaire, et de ce qui est renouvelable, durable. Alors là oui, l'usage intensif à l'hectare, je suis vraiment pour. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Je veux que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça photosynthèse. Et c'est la transformation, c'est la feuille verte qui intercepte l'énergie solaire et transforme ça en énergie alimentaire. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Association de culture. Oui. C'est très mathématique, là, tu vois, tu couvres tout le sol. Là. Oui. Et bien du coup, moi, les Mexicains, ils m'ont montré, quand ils mettent du maïs, il y a le haricot volubile qui monte sur le maïs, il y a le manioc et il y a l'igname en dessous, la tubercule qui va être à l'ombrage du maïs, et puis il y a toujours une cucurbitacée, une courge, un petit rond, etc., rampant pour interagir les derniers rayons du soleil. Oui, il y a des lieux, alors c'est là où on travaille à la main avec l'attraction animale, j'en conviens, parce qu'on va voir que c'est exigeant au travail, tout ça, mais j'observe qu'il y a des lieux où on sait faire un usage très intensif de la ressource gratuite, renouvelable. Chez nous, associer les cultures, alors vous allez voir en maraîchage, il y a des gens qui pratiquent la permaculture, on en reparlera, mais effectivement, on n'est pas accoutumé. Mais néanmoins, je connais un paysan là dans les Champagnes, très fier, il me montre qu'il sème du blé, et entre ces blés, ben,
il met des lentilles comme on dit. Et donc, sous l'ombrage du blé, les rayons de soleil ne tombent pas sur les feuilles de blé, tombent sur les feuilles des lentillons. Alors je leur ai dit, mais pourquoi vous ne metteriez pas un concombre, une cucurbitacée pour intercepter les derniers rayons du soleil? Il a dit, oui, mais quand la moissonneuse-batteuse passe, ça fait du tort au concombre. J'en conviens, notre agriculture motomécanisée n'est pas très adaptée à ce premier principe, mais néanmoins, comme on va y être obligé, il nous faut penser dès maintenant à associer plusieurs cultures. Alors évidemment, c'est plus facile en maraîchage, et je dis la permaculture, alors je ne vous raconte pas, sur la même butte, vous avez 10 espèces végétales. Là, une fois que c'est bien au point, hein, c'est dur à mettre en œuvre, hein, la permaculture, attention, c'est très exigeant au travail, mais il n'y a plus un seul rayon de soleil qui tombe à terre. On récolte une plante, on en remet tout de suite une autre. Donc, vraiment là, donc on n'est pas sans savoir-faire, mais c'est plus facile quand c'est manuel, même si c'est exigeant au travail, sur mon franc, que quand c'est moto-mécanisé, j'en conviens. Alors maintenant, je me dois d'être honnête avec vous. Il ne suffit pas seulement d'avoir une couverture végétale verte la plus totale possible et la plus permanente possible, et hiver, automne, enfin, et printemps, été, automne, et sous la neige, j'en conviens, les rayons du soleil ne toucheront pas la feuille verte, j'en conviens. Mais la plus totale et la plus permanente possible. Donc toujours une couverture végétale verte. Mais il faut que cette plante transpire. Et ça, c'est la gestion de l'eau. Sur ce quoi il nous faut être très attentif aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a des conflits d'usage de l'eau aujourd'hui. On ne va pas parler des bassines, enfin si, on en parlera quand même, mais c'est l'usage de l'eau. Et parce que les calories dont je vous parle là, ça s'appelle des hydrates de carbone, c'est des glucoses, des lipides, des molécules carbonées. Et pour fabriquer ces molécules carbonées, c'est les molécules carbonées dans notre nourriture qui sont la partie énergétique de notre alimentation, il faut que la plante intercepte du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois rigoler, il y en a trop. Alors je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique, que la plante intercepte le gaz carbonique, prenne le carbone, libère de l'oxygène. Ça n'a jamais fait mal à nos poumons de libérer de l'oxygène. Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des glucides, du glucose, du saccharose, du fructose, va fabriquer des lipides, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, peut-être même produire de la paille, peut-être même produire des racines qui, quand ça va se décomposer, si ça se décompose bien, ça va fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans les sols. Je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est faire l'usage de ce qui est gratuit, pléthorique, renouvelable, si c'est ça l'agriculture intensive, je suis pour l'agriculture intensive. Parce que moi, l'agriculture extensive, ah oui, il faut plus grandes extensions, c'est pas grave. Nos poulets, on va les élever avec du soja brésilien, on va déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt nord. Non, moi, l'agriculture extensive, si c'est éliminer les derniers milieux naturels, non. La biodiversité, limiter les gaz à effet de serre, on ne va pas étendre l'agriculture aux dépens des derniers naturels. On ne va pas assécher les dernières parties humides du marais de Poitevin. Je veux dire, laissons des milieux naturels pour la biodiversité. Donc l'agriculture intensive, mais faisons l'usage intensif, ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique, le gaz carbonique. Et bien c'est la gestion de l'eau. Parce qu'il faut que la plante transpire. Parce que figurez-vous que le gaz carbonique, pour entrer dans la plante, rentre par les petits trous par lesquels la plante transpire. Et évidemment, quand la plante transpire, par les mêmes petits trous, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe, il y a du gaz carbonique qui rentre, et il y a de l'oxygène qui en ressort. Il faut que ces petits trous, les stomates, comme on dit dans notre jargon scientifique, il faut qu'ils soient ouverts. Or la plante, elle transpire comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, impérativement, quand il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. Mais la plante, elle a un avantage sur nous, c'est que pour ne pas se déshydrater, quand elle manque d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Mais à ce moment-là, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, mais elle ferme les orifices par lesquels le gaz carbonique rentrait et l'oxygène ressortait. Et du coup, ben vous voyez le beau champ de maïs dans le sud-ouest, on s'approche un peu, bon, pas trop quand même, mais le beau champ de maïs, ben, l'hiver, quand les rayons du soleil tombent à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, le maïs est semé, mais entre les rangées de maïs, il y a encore des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs, c'est pas génial. Et puis quand au mois d'août, enfin, ça y est, le maïs recouvre la presque totalité du sol, les rayons de soleil sont sur les feuilles vertes, ah ben oui, mais au mois d'août, il pleut pas. Et s'il n'y a pas assez d'eau à boire dans le sol, le maïs cesse de transpirer, et les rayons du soleil ne servent plus à rien, parce que la plante ne peut plus prendre de gaz carbonique
intercepter le carbone, libérer l'oxygène. Ça s'appelle avoir tout faux. Avoir importé une plante tropicale, sachant que sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies, l'avoir fait remonter aussi au nord, et c'est y compris la Bretagne, le maïs en silage, en remplacement de la prairie permanente, le soleil qui tombait entre les rangées de maïs, la prairie permanente, tout le soleil tombait sur les feuilles vertes, je veux dire, et puis après compléter ça avec du soja dont on va parler, importé du Brésil, je ne suis pas sûr que ce soit génial. Mais ce maïs, ben effectivement, avoir fait introduire au nord, dans des climats tempérés comme le nôtre, une plante tropicale qui a besoin d'eau en saison sèche chez nous, le mois d'août, c'est pas génial. Donc on va devoir modifier tout ça. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'eau à boire dans le sol pour que même au mois d'août, une plante puisse continuer de transpirer. Et de quoi on va faire un usage intensif? De l'eau de pluie. Celle-là nous est donnée gratuitement. On va faire un usage intensif, si vous êtes d'accord à l'État, de l'eau de pluie. Sauf que, vous êtes au courant, cette eau de pluie, elle nous est offerte gratuitement, mais de façon de plus en plus chaotique. Inondation, sécheresse, grêle. Et c'est cette eau de pluie, néanmoins, dont il va falloir l'usage intensif. Je ne veux plus la voir ruisseler. Terminez les inondations dans la vallée, s'il vous plaît. On met des barrières au ruissellement. On va remettre des haies là où on en a retiré. On remet des haies. Empêcher le ruissellement. Puis la couverture végétale. Une couverture végétale, c'est une prairie permanente. Oh, le petit filet d'eau. Oh, il a du mal à prendre du volume, du poids. Ça va être arrêté tout de suite. Par une feuille morte, par une tige. Mais donc on va mettre une couverture végétale la plus totale possible. Quand c'est en pente, on empêche le ruissellement. Tout, s'il vous plaît, doit s'infiltrer. Ça, c'est le principe. Eh bien, moi, quand j'étais jeune et qu'on me faisait des cours d'agronomie, on m'annonçait le labour. Le labour, ça rend le sol poreux. Remarquez, on m'avait quand même déjà dit que si on fait une semelle de labour en dessous de Texelis, c'est poreux dans les 20 premiers centimètres, mais après, oh! Donc, c'est pas génial pour que ça s'infiltre en profondeur. Donc, le labour, c'est pas forcément génial. Et puis, aérer un sol exagérément, le carbone, vous savez, le carbone du gaz carbonique, qui a été intercepté par la plante, qui avait fabriqué de la tige, qui avait fabriqué des racines, et si ça se décompose bien, ça fabrique de l'humus. Ce carbone de l'humus, si vous l'aérez, si vous l'oxydez, il retourne à l'état de gaz carbonique, gaz à effet de serre. Donc attention, le labour présente des inconvénients. Vous savez, le ver de terre dont on va beaucoup parler, celui qui la nuit à la surface du sol digère les matières organiques, les feuilles mortes, etc. Dès que le soleil, hop, il s'enfuit dans le sol, d'ailleurs, il creuse une galerie. C'est lui qui va rendre le sol poreux grâce à cette galerie. Mais il ne faut pas le remettre au soleil en pleine journée. S'il vous plaît, sauvons les vers de terre. C'est les vers de terre et c'est la biologie des sols qui va nous rendre des sols poreux. Aujourd'hui, on plaide plutôt minimum labour, zéro labour, technique culturelle simplifiée, s'il vous plaît, mais pas trop de travail du sol. Et on veut quand même qu'un sol soit poreux. Ça va être la biologie des sols. C'est pas seulement, c'est surtout les vers de terre, mais c'est pas seulement les vers de terre, c'est les cloportes, les colamboles. Parfois c'est parfois même des herbes. Dans les rangées de vignes, là, comme je sais que Saint-Émilion est représenté ici, la vallée du Loir aussi. Oui, et la vallée du Loir. Eh bien, vous maintenez des herbes maintenant entre vos rangées de vignes. Et quand l'herbe sèche, figurez-vous, alors ça apporte de la matière organique, ça on verra, mais là où il y avait une racine, eh bien, il y a une galerie. Et du coup, les pluies d'automne, hop, ça y est, ça permet à l'eau de s'infiltrer. Donc, ce qu'on appelait mauvaises herbes aujourd'hui peuvent devenir de bonnes herbes. Ah, oulala, on va être prudent désormais. Hein. Donc, mais ça va être la biologie des sols. Donc, oui, très important la biologie des sols. On va en reparler 10 fois, 12 fois, je ne sais pas combien de fois, pour déjà l'infiltration de l'eau dans le sol. Maintenant, on veut que cette eau, qui est parfois excédentaire, la grosse pluie, eh bien, que le surplus aille rejoindre la nappe phréatique et recharger la nappe phréatique, bien sûr. Mais on veut quand même maintenir le maximum d'eau à hauteur des racines. Qu'est-ce qui va retenir l'eau à hauteur des racines? C'est l'argile et l'humus. Mais on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera sableux, un sol limoneux restera limoneux. Enrichir un sol en argile, on ne sait pas faire. Mais enrichir un sol en humus, oui, on sait faire. C'est intercepter le carbone de l'humus, c'est la photosynthèse, c'est des pailles, c'est des racines qui, si ça se décompose bien, vont fabriquer de l'humus, 50% de carbone, 5-6% d'azote. Et parfois, c'est ça le problème. C'est que les micro-organismes, vous savez, les champignons, les bactéries, qui vont commencer à décomposer ces racines, ces pailles, ces chaumes en question, si ces micro-organismes manquent d'azote, à ce moment-là précis, après récolte, là, ils n'arrivent pas à digérer tout le carbone et fabriquer de l'humus. Une partie du carbone retournera à la tête de la gaz carbonique
ça ne fabriquera pas de l'humus. Or, c'est ça l'humus avec l'argile qui va retenir l'eau dans la couche arabe. Vous savez, cette partie noire de la superficie du sol, c'est l'humus, riche en carbone. Il faut quand même un peu d'azote. Donc, oui, en agriculture, on a impérativement besoin de carbone. C'est l'énergie dans notre alimentation. Ça devient des gaz carboniques. On va faire un usage intensif. Et ça va être pour l'essentiel la gestion de l'eau qui est délicate et la couverture végétale maximale qui transpire. Mais il nous faut aussi de l'azote. Et pas seulement pour aider les micro-organismes à fabriquer de l'humus, mais c'est que l'azote, c'est le constituant essentiel de nos protéines. Première nécessité, les calories. Deuxième nécessité, les protéines, végétales ou animales. Les protéines, c'est tous les constituants des tissus du corps humain, la peau, les cheveux, les ongles, le sang, les muscles, bien évidemment. C'est fait de protéines. Et ça, c'est des molécules azotées. Et où la plante trouve-t-elle de l'azote pour nous fabriquer des protéines? Dans l'air. Dans l'air que vous respirez, vous et moi, 79% d'azote, 21% d'oxygène. Il y avait 79% d'azote il y a 4 siècles, il y en aura encore 79% dans 4 siècles. Faisons l'usage intensif, si vous êtes d'accord, de l'azote de l'air, cette ressource naturelle, gratuite, sauf que, là, il y a un autre problème. Pour le carbone, c'est la gestion de l'eau. Hein. Ça, c'est clair. Le plus délicat, c'est la gestion de l'eau. Et l'eau de pluie qu'il nous faut gérer au mieux, c'est l'eau gratuite. Mais pour les protéines, rajouter de l'azote sur une molécule carbonée et fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Ah, quelle énergie? Alors évidemment, il y en a qui vont vous dire, mais attendez, on veut qu'un blé soit riche en protéines, et ben, pour qu'il soit panifiable, on va lui apporter un engrais azoté de synthèse, ça peut s'appeler urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, fabriqué avec du pétrole ou du gaz naturel russe. Et je vous dis russe pour vous faire peur. Mais on est dépendant d'énergie fossile. Le pétrole, le gaz naturel, ben on va arrêter ça. On le sait depuis bien avant la guerre en Ukraine. On savait qu'il ne nous fallait pas être dépendant d'énergie fossile. Ben, c'était écrit depuis longtemps. Donc je vous propose que nous renoncions aux engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, et en plus, quand vous épandez les engrais azotés de synthèse, très émetteurs d'un gaz, protoxyde d'azote, qui est tout aussi réchauffant que le méthane, en tout cas c'est 290 fois plus réchauffant à l'unité de volume que le carbone, du gaz carbonique. Donc on va arrêter les engrais azotés de synthèse si on est d'accord. Y a-t-il un substitut? Mais oui, tous les paysans du monde le connaissent. Je vois qu'il y en a une qui souhaite le dire au plus vite. Mais il y a des plantes, on les appelle des légumineuses, vous les appelez fabacées pour faire scientifique. Vous avez... ben dans les assolements, si vous mettez dans vos assolements, dans vos rotations, si vous mettez des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, de la veste, vous pourrez nourrir des herbivores. Si vous mettez des lupins, du pois fourragé, du soja, pourquoi pas, on peut en mettre dans le béarn, mais vous pouvez mettre aussi de la févrole, pour nourrir des cochons, des volailles, etc. Vous avez des légumineuses qui vous apporteront des protéines végétales. Et puis si c'est pour nourrir des humains, les médecins vous diront, les riches en légumes secs, enfin riches en fibres, les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les fèves, les haricots. Voilà, je vois. Alors moi, avec les haricots, j'ai toujours besoin qu'on m'apprenne à les cuisiner, parce que j'en conviens. Parfois, j'émets du gaz à effet de serre, mais non, mais oui, il faudra réapprendre. Il y a de l'apprentissage, vous allez voir, pour cette agriculture moderne dont je parle là, qui fait l'usage intensif, ce qui ne coûte rien, il y a de la technicité, mais peut-être aussi pour la cuisine, peut-être pour un certain nombre de choses, j'en conviens. Mais oui, on n'est pas sans solution. Vous avez dans tous les pays du monde, ça peut être la cacahuète, ça peut être le pois Congo, ça peut être l'embrevade, ça peut être enfin, le soja, évidemment, au Brésil ou ailleurs, mais des légumineuses, dans aucun pays du monde, on ne manque de légumineuses capables de nous fournir des protéines sans énergie fossile, grâce à l'énergie solaire. Parce que la plante, ben, elle a intercepté l'énergie solaire, elle a fabriqué des glucides, mais voilà que cette légumineuse, vous avez des bactéries qui s'incrustent dans la racine, se goinfrent des glucides, du glucose, des glucides, donc c'est quand même à partir d'énergie solaire. Cette énergie alimentaire, ces bactéries se prolifèrent, se goinfrent, et avec cette énergie, interceptent l'azote de l'air, fabriquent l'acide aminé, la première brique des protéines, et refile ça à la légumineuse. Donc il lui tire l'énergie, mais lui rend, on appelle ça symbiose dans notre jargon. Et bien oui, on va remettre des légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements. Et je vous pose la question, pourquoi en France, nous qui sommes excédentaires en céréales, en poudre de lait, en sucre pour faire de l'éthanol et ce genre de choses, pourquoi nous sommes déficitaires pour les 2/3 de protéines végétales pour l'alimentation humaine et animale surtout? Vous savez, le tourteau, les graines de soja qu'on importe du Brésil,
pour nourrir nos cochons. Je ne comprends pas. Moi, je serais d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'en France, sur le territoire français, pour nourrir correctement des Français, pour nourrir correctement des animaux français, nous produisons des légumineuses françaises qui vont intercepter l'azote de l'air français. Voilà. Vous pouvez le dire, mais c'est enregistré, plus franchouillard que Zemmour, Marc Dufumier. Sauf que c'est pas franchouillard. Quand je suis au Brésil et que je fais cette provocation, je travaille beaucoup au Brésil en ce moment, et que je dis, il faudrait que l'Europe retrouve sa souveraineté protéinique, refabrique en circuit court, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, etc. Les Brésiliens me disent, vous savez, monsieur Dufumier, heureusement ils ont beaucoup d'humour, les Brésiliens, je vous savez, monsieur Dufumier, nous on n'est pas fiers Brésiliens, avec ce genre de nourrir vos cochons, vos volailles, vos ruminants, monsieur Dufumier. Nous on préférait nourrir des Brésiliens. Parce que le Brésilien, celui qui est désherbé, qui a été remplacé par du glyphosate, aujourd'hui il est au chômage. Celui-là, il a faim, il n'a pas de revenus. Et figurez-vous qu'il ne peut pas acheter du soja brésilien qui est exporté pour nourrir nos cochons. Nous sommes dans un pays où des pauvres Brésiliens sont plus pauvres que des riches cochons. Nos cochons sont plus riches que des pauvres Brésiliens. Alors il paraît qu'il faut dire ça correctement. Il faut dire, non, nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Voilà, je dis ça parce que c'est enregistré. C'est bien dit. Mais n'empêche, c'est des écarts de revenus à l'échelle mondiale qui font que des gens trop pauvres ne parviennent pas à manger. C'est parfois d'ailleurs des producteurs du Sénégal qui produisaient du mil et du sorgho qui sont concurrencés par nos excédents de céréales. Eux travaillent à la main, ils n'arrivent pas à être compétitifs. Ils ont rejoint des bidonvilles, ils ne peuvent pas épargner, ils ne peuvent pas investir pour produire plus de mil et de sorgho. Mais laissons les Sénégalais retrouver leur souveraineté calorique, produire par eux-mêmes le mil, le sorgho et leurs protéines aussi, la cacahuète, le niébé. Ils n'en manquent pas de légumineuses, mais qu'ils se protègent de nos excédents de céréales. Nous, on produira moins de céréales, et sur les terrains de céréales qu'on produira en moins, on va mettre des légumineuses, ça ne fait pas de tort aux Brésiliens. Solidarité, le mot j'entendais tout à l'heure. Oui, la solidarité, on va être solidaire à l'échelle mondiale, si vous êtes d'accord. On ne va pas faire de tort aux paysans qui sont en insécurité alimentaire en leur exportant nos excédents de blé. On va produire moins d'excédents de blé. On ne fera aucun tort aux Brésiliens qui pourront manger leur soja, plutôt leurs protéines végétales, plutôt que de donner à nos cochons. Et nous, on va mettre des légumineuses, gestion en circuit court, du cycle du carbone, cycle de l'azote. On va remettre des légumineuses dans nos rotations seulement. Et vous savez ce qu'il m'a dit, le paysan qui produisait des lentilles entre ses rangées de blé? Vous savez ce qu'il a osé me dire? Très fier. Non seulement il me disait, mais il n'y a pas un rayon de soleil qui tombe à terre, mais il me disait, mais vous savez, après récolte, le micro-organisme, là, quand, après récolte, il trouve le bon dosage carbone-azote. Le carbone de la racine du blé, l'azote de la racine du légumineuse, et ça produit de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Enfin, je veux dire, injurieux à mon égard, moi qui suis grand défenseur du fumier. S'il vous plaît, non, non. Ne faites pas comme mes étudiants qui disent que j'ai perdu toute objectivité, je suis tombé dedans à la naissance. Non, c'est objectif. C'est le carbone de la paille et l'azote de l'urine, un bon dosage, c'est le fumier, plutôt que du lisier. Mais honnêtement, importer de l'azote de l'air brésilien, sous la forme de soja, priver les Brésiliens de leur soja, pour le transporter en bateau, le donner à nos cochons, qui ne sont même plus élevés sur la paille, donc ils sont élevés sur le béton. C'est donc pas du fumier, c'est du lisier. Donc il y a un excès d'azote que nous avons été importés du Brésil, transportés en bateau, quand on a des cochons sans bien-être animal, sans litière, directement sur le béton. Ça urine, ça fait du lisier, ça s'écoule, ça fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. N'appelez pas ça circuit court. Aller chercher l'azote au Brésil pour faire des algues vertes sur le littoral breton, on a tout faux. Et quand je pense que dans le bassin parisien, il n'y a même plus d'urine, parce qu'il n'y a même plus d'élevage, donc il n'y a plus l'azote de l'urine, et du coup on est obligé de mettre de l'azote de l'urée, fabriqué avec du gaz naturel russe. N'appelez pas ça circuit court. Non, c'est tous les peuples du monde, solidaires, qui ont intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse et la gestion de l'eau qui importe, le cycle de l'azote, c'est les légumineuses, dans nos rotations, nos assolements et des associations végétales. Alors un peu plus difficile, j'en conviens, techniquement parlant, mais on n'est pas sans solution, c'est les éléments minéraux. Parce que là, plus on en prend dans le sol pour en manger, et bien quand même, et ça repart éventuellement dans nos urines, mais plus on en prend en sol dans le sol manger, il faut éventuellement envisager d'en remettre. Et là, effectivement, les gens vous diront, ben, on ne peut pas être indépendant des engrais et apporter des engrais. La réponse est quand même vraie. Alors évidemment, quel engrais? Ça va être ça un peu la question. Et comment va-t-on procéder?
Alors je vous dis tout de suite, il y a des éléments minéraux pour lesquels il n'y a aucune crainte. Le calcaire, Cholet des sols acides, les mines calcaires, enfin les falaises calcaires dans le monde entier, il y en a en quantité suffisante, il n'y a pas de pénurie, ce sera durable pour des siècles et des millénaires, soyez sans crainte. C'est coûteux de transporter du cholage, du Cholet des sols acides sur des granites, j'en conviens, mais c'est le coût de transport, il n'y a pas de perspective de pénurie. Le potassium, les experts ne sont pas non plus inquiets, le phosphate, le phosphore, on a besoin de phosphore, la plante a besoin de phosphore, c'est dans son ADN, c'est indispensable pour la photosynthèse, je ne vais pas vous faire de la chimie, de la biochimie. Nous, c'est pas seulement pour phosphorer, c'est d'usage multiple. Le phosphore, on a besoin de phosphore. Et là, on nous dit quand même que les mines de phosphate, d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration de nouvelles mines de phosphate et d'exploitation va devenir hyper coûteux. Et ceux d'entre vous qui êtes agricultrices et agriculteurs le savent déjà. C'est comme les engrais azotés de synthèse, alors ça fluctue en fonction du prix du pétrole, mais les engrais phosphatés, on voit bien que le coût s'accroît plus vite que l'inflation moyenne. Et ça, c'est parce que les pays qui ont des mines de phosphate commencent à faire payer cher cette perspective de pénurie. Donc il va falloir être très économe en phosphate, mais la plante en a impérativement besoin, et nous aussi dans notre nourriture. Et il va falloir donc ne pas gaspiller et éventuellement trouver ailleurs. Ne pas gaspiller, j'en conviens, c'est un peu comme l'azote de l'urine. Les phosphates des urines qui se redégagent, parce qu'on a ingurgité des phosphates, ça fait des protéines, ça se décompose, ces éléments minéraux repartent dans nos urines. Ben, si on pouvait le piéger dans le fumier et remettre ça dans la terre plutôt que fertiliser les algues vertes, ce serait quand même mieux. Les eaux usées urbaines, là ça devient difficile, parce qu'elles ont rejoint des eaux industrielles avec les plombs, le mercure, le cadmium, les métaux lourds. Et si dans les boues d'épuration, il y a des métaux lourds, je vous déconseille. C'est riche en phosphate, ça c'est clair. Les boues d'épuration, si vous arrivez avec le sol, vérifiez qu'il n'y a pas ces métaux lourds, alors allons-y, mais c'est très rare. Donc la prudence. Alors évidemment, je ne doute pas un seul instant, dans les fêtes comme ça, il y a toujours les latrines sèches. Oui, les latrines sèches, nos urines, nos excréments, ça rejoint les sciures de bois, ça peut faire un excellent organique, hop, c'est recyclé. Et ben, j'ai fait des plaidoyers pour les latrines sèches dans les salons du 16e arrondissement de Paris, avec un succès que je qualifierais de mitigé. Donc voilà, la difficulté de séparer nos eaux usées humaines et industrielles, c'est difficile, on convient. Il nous faut trouver du phosphore quand même. Alors y en a-t-il ailleurs que dans les mines de phosphate? La réponse est quand même oui. Y en a-t-il beaucoup? Attention, la réponse est quand même oui. Mais, c'est à faible dose. Et où ça? Ben dans la roche. Le grès, le schiste, le granit, le basalte, tous ces roches-mères en dessous, en sous-sol, ben ce sont des éléments minéraux, dans lesquels il y a le calcium, le potassium, le phosphore, les oligo-éléments, tout ce dont on a besoin. Sauf que par exemple le phosphore, dans certaines roches, le granit, c'est quand même à faible dose. Et évidemment, réduire ces roches en poudre fine pour rendre les éléments minéraux assimilables, le coût en énergie, je sais que ça y est, vous avez la solution avec l'énergie solaire, je vous ai bien écouté, ça ne suffira pas. En tout cas, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez, on ne va pas réduire en poudre fine ces roches. Mais néanmoins, tous les jours, sur toutes les surfaces terrestres, la roche-mère est altérée et libère ses éléments minéraux. Mais c'est en sous-sol. C'est pas accessible à une racine de blé. Mais si vous avez un arbre qui a des racines profondes, qui accède jusque la roche, ben le contact de la racine de l'arbre avec la roche-mère, les éléments minéraux dont le phosphate sont absorbés par l'arbre, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, et la feuille morte fertilise la couche arable. Ben ça y est, on va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, les remettre en surface, on va remettre des arbres, on va remettre des pommiers dans la prairie. Ah, c'était loin des tridios. On va remettre des arbres. Alors appelez ça agroforesterie, appelez ça réembocagement, appelez ça culture sous parc arboré, ça importe peu. Il y a des pays, dans les pays du Sud, je ne vous cache pas, le Niger, le Mali, où le rendement du mil et du sorgho est 3 fois supérieur sous des parcs arborés. On appelait ça acacia albida autrefois, maintenant on dit Federbia albida, mais c'est une légumineuse. La feuille morte tombe à terre, il y a du carbone, il y a du phosphore, il y a de l'azote, il y a un bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus en région semi-aride, c'est génial quoi. Génial. Avec aucun coût monétaire, ça va être exigeant de travail, j'en conviens, mais avec aucun coût monétaire, on multiplie par 3 le rendement. En l'espace, la croissance de l'arbre, c'est 15-20 ans. Mais tripler un rendement en 15-20 ans, vous savez, c'est pas rien. Donc dans les pays déficitaires, y compris, on peut. Il n'y en est pas sans solution technique dans un très grand nombre de sites. Chez nous, on a déjà dit, on va remettre des légumineuses, on va regérer ça. Et dans les prairies, alors c'est vrai qu'il y a dans nos web peu de légumineuses, j'en conviens, mais l'arbre peut jouer un rôle
fertilisant. Et alors si en plus, vous avez à la luzerne, on peut jouer, alors elle a une racine déjà plus profonde, elle n'a pas toujours l'accès au sous-sol, mais oui, dans les plantes, y compris, alors la luzerne n'est pas complètement annuelle, hein, c'est biannuel, trisannuel, mais elle a une racine profonde et va déjà chercher des éléments minéraux, ça apporte de l'azote, ça on l'a vu, le carbone de la photosynthèse, et des éléments minéraux. Oui, nos associations de culture, y compris, il y aura peut-être des arbres, enfin des gens qui pratiquent la permaculture, pratiquent des associations de culture dans lesquelles il y a des légumineuses, dans lesquelles il y a des tubercules, dans lesquelles il y a des céréales, dans lesquelles il y a des plantes rampantes, des cucurbitacées rampantes, et dans lesquelles il y a quelques arbres. Et évidemment, après, il y a aussi quelques haies, et alors, et en plus, si vous savez, il y a des champignons. Vous savez, vous connaissez la truffe. La truffe s'incruste dans la racine du chêne, se goinfre de l'énergie photosynthétisée par le chêne et nous fait un bon gourmet, une bonne gourmandise pour les gourmets. Mais vous avez des champignons mycorhiziens qui parviennent à s'incruster dans la racine de l'arbre, qui a déjà des racines profondes, vont se goinfrer de l'énergie de la photosynthèse, les glucides, vont développer des mycéliums, vous savez, cette espèce de moisie, le mycélium, très fin. Et ils vont aller chercher encore plus d'éléments minéraux au contact de la roche-mère. Et ils vont, figurez-vous, ils ont, c'est vrai, tiré, parasité l'énergie, mais ils restituent les éléments minéraux, dont et surtout les phosphates, à l'arbre, qui va remonter ça avec ses feuilles, et la feuille va être riche en phosphate grâce aux champignons mycorhiziens. Donc réinoculons nos champs avec des champignons mycorhiziens. On va s'interdire les fongicides. Hein. S'il y a des fongicides qui tombent à terre et tuent les champignons mycorhiziens, c'est pas génial. Ça, les produits en site, vous allez voir, on va devoir se les interdire. Mais on va réinoculer nos sols en champignons mycorhiziens, on va réactiver les champignons mycorhiziens déjà présents dans le sol. Je ne vous cache pas, je pense que dans les 15-20 ans qui viennent, en biologie des sols, on est en train de progresser énormément. Moi, ça fait déjà 13 ans que je suis en grande vacances. Je suis ça très attentivement, je vous le dis tout de suite. Mais c'est là où il y a le plus de progrès. Il va y avoir le plus de progrès dans les 10-20 ans, avec des débats. Est-ce qu'il faut faire utiliser des litières forestières, fermenter une région, ça c'est les gens la biodynamique qui pratiquent un peu ça, pour réinoculer avec des champignons extérieurs, ou est-ce que le plus important c'est, ils appellent ça prébiotique, probiotique, scientifique. Il y a un gros débat scientifique aujourd'hui entre des praticiens et des scientifiques, mais qui ne s'engueulent pas, au contraire, hein, qui parviennent à causer, c'est très important. Solidarité, encore une fois, on parlait tout à l'heure. Mais ça va être les champignons mycorhiziens. Et puis il y en a qui s'incrustent dans 80% des plantes annuelles. Et vous savez, là, alors la plante annuelle, elle n'a pas toujours un enracinement aussi profond que l'arbre, mais néanmoins, ces champignons se goinfrent des glucides en question, développent des mycéliums, mais vont aller chercher les éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles. Parce que vous savez, ces éléments minéraux qui sont dans le sol, ils étaient dans la roche autrefois. Mais quand le sol a été constitué, ben ces mêmes éléments minéraux ont été coincés dans les argiles. Et aujourd'hui, la plante, même celle qui a des racines très filamenteuses, parvient pas à débusquer ces éléments minéraux. Ben, les champignons mycorhiziens ont des mycéliums tellement fins qu'ils parviennent à s'incruster entre les feuillets de l'argile, intercepter ces éléments, les extraire, les solubiliser et le rend à la plante dont il avait tiré l'énergie, nouvelle symbiose. Oui, c'est la biologie des sols qui va nous rendre possible, évidemment, l'infiltration de l'eau dans les sols, la fabrication de l'humus et l'interception des éléments minéraux coincés entre les argiles. On va progresser à coup sûr, mais évidemment, vous avez compris, il faut tout changer. Il faut tout changer, tout simplement, tout changer. Et alors après, on découvre, oh, vous avez remis des arbres. Ah oui, dans les arbres, il y a des pollinisateurs. Ah oui, ah, ils pollinisent bien. Ah oui, ils ont ressuscité les abeilles. Ah oui, c'est génial. Et puis là, dans la bande enherbée, ah ben oui, il y avait des carabes qui se sont attaqués aux limaces. Ah ben, il n'y a plus d'attaque de limaces. On n'est pas obligé de mettre des lipides. Et là, les mésanges bleus, elles sont attaquées aux papillons de nuit. Du coup, il n'y a pas de larves de capopsap. Il n'y a plus de verre de pomme dans vos pommes. Et vos pommes sans petits vers de terre sont aussi sans pesticides. Ben voilà. Vous allez avoir une alimentation saine, équilibré, calories, protéines, vitamines, minéraux, fibres, antioxydants. Si vous jouez circuit court de plus, si vous consommez évidemment vous allez choisir des variétés qui tolèrent, on va supprimer tous les produits en cides, hein. Les fongicides c'est terminé, il faut ressusciter les vers de terre, les champignons mycorhiziens, les pesticides, il faut ressusciter les vers de terre, on s'interdit les produits en cides, donc on va mettre beaucoup de variétés végétales, animales. L'insecte prédateur de cette betterave là, cet insecte qui pourrait transmettre le virus de la jaunisse, ben, je vais vous dire, s'il y a un assolement diversifié, si la parcelle d'à côté est une légumineuse, pour rejoindre une autre parcelle de betterave, ouh là 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 là, l'insecte, 8 barrières végétales pour retrouver une parcelle de betterave, il ne va pas proliférer. Puis si vous choisissez une betterave qui tolère la présence de l'insecte, si vous trouvez une tomate qui tolère la présence de machin,
Ben oui, les sélections paysannes, enfin, c'est l'agriculture paysanne que je suis en train de défendre, vous l'avez compris, et bio, enfin je veux dire sans les produits pesticides en question, inspiré d'une agroécologie scientifique. Il y a des gens qui pratiquent déjà ça. On manque pas d'arguments scientifiques, on va dire. Oui, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Est-ce que techniquement parlant, on pourrait partout, nous, produire moins, mais mieux, plus de légumineuses, mais moins de ceux dont on est excédentaire, et des Brésiliens, plus de rotation, moins de soja, mais moins nourrir les Brésiliens avec leur soja, et permettre les Sénégalais de mettre des nébés dans leur association avec le mil et de sorgho et ne pas dépendre de nos céréales, techniquement parlant, la réponse est catégorique. Oui, vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Maintenant, si jamais vous voulez me poser la question, et alors politiquement, est-ce que vous êtes optimiste? Vous avez le droit de ne pas me poser la question. Bravo, bravo. C'était pas la question que j'allais te poser. Avant de donner la parole à tout le monde, parce que bon, c'est passionnant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce que tu nous présentes, c'est tellement économique, du bon sens, c'est tellement facile à mettre en œuvre, tellement économique et rationnel, que je ne comprends pas comment que ça se fait qu'on soit dépendant d'une industrie de chimie qui détruit la nature, qui réchauffe la planète et qui détruit tout. Ça, c'est quand même... Moi, j'ai parlé science, et voilà qui me met... Il a parlé science, moi j'ai parlé science, et lui il va me mettre sur le terrain politique. Non, c'est pas politique. Non, non, les lobbies qui nous disent... C'est seulement technique et économique. L'économie, oui, oui. Bon, on peut dire que c'est politique, c'est pas... Mais si tu veux, ce qui me paraît important, quand même, qu'on aborde dans ce débat, c'est quels sont les freins pour arriver à mettre en œuvre tous les éléments aussi positifs que tu nous présentes. Parce que moi, j'étais paysan, hein. J'ai passé de l'agriculture chimique à l'agrobiologie. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, de remise en cause, d'apprentissage aussi, à redécouvrir la vie telle que tu le développes. Je n'ai pas toujours eu les explications scientifiques telles que tu les développes, mais c'est comme ça que j'ai réussi à avancer. Ceci dit, c'est quand même anormal. Moi dans ma vie de paysan, j'ai compris qu'il fallait que je paye mon propriétaire, que je paye la banque, que je paye les assurances, que je paye mes impôts, que je paye partout. Et c'est quand je faisais un tout petit peu mieux les choses, que je dépensais un petit peu moins et que je maîtrisais mieux les choses, qu'il me restait un peu quelque chose pour payer mon travail. Et ça, je trouve que ce que tu viens de nous démontrer rentre dans cette philosophie, dans ce type de réflexion. Et ce que je n'arrive pas, si j'ai un peu d'idée, mais je le savais. Tu pourrais nous faire avancer là-dessus. Oui. Alors il y a deux premières questions effectivement sur le plan strictement économique. Enfin, quand on dit c'est facile, alors il y a quand même de la technicité, je ne vous cache pas. Et donc il y a la question de la formation. Et vous pouvez me poser la question, alors vous qui avez été professeur là à Gros Paris, ces étudiants qui veulent bifurquer, est-ce que vous avez été mauvais enseignant? Vous avez le droit de ne pas me poser la question. Hein. Je peux témoigner que c'était un très bon enseignant parce que j'ai rencontré de ses élèves qui m'ont fait plein de compliments. Rassurez-vous. Oui. Mais effectivement, il y a de la technicité et donc il y a de la formation. Et on verra, elle peut être scientifique, j'ai parlé comme un scientifique tout à l'heure, et elle est aussi de paysan en paysan, c'est-à-dire de la pratique s'échanger. Et là, c'est de paysan en paysan, et on a un peu perdu cette coutume. Aujourd'hui, il y a une solidarité entre paysans, parce que j'insiste sur le mot solidarité, enfin c'est toi qui l'as prononcé en premier, mais j'ai connu une époque où, au moins dans mon pays de Caux, les gens étaient solidaires, et aujourd'hui, regardez par-dessus la haie, aujourd'hui, c'est regarder quand est-ce que le mec va crever d'à côté pour pouvoir prendre ses terrains. C'est la compétition. Donc l'ambiance a quand même considérablement changé. Je dis pas partout, hein. Il y a des endroits, en tout cas beaucoup. Mais en tout cas, l'échange de paysan à paysan a beaucoup disparu. Les champs d'agriculture ont parfois dépassé leur rôle. Souvent, c'est la coopérative qui donne des conseils. Et justement, d'un point de vue économique, la coopérative essaie de vendre plus d'engrais de synthèse et ce genre de choses. Donc parfois, elle fait voter à ses propres adhérents des choses suicidaires. L'agriculture désuète dont je vous ai parlé, hein, qui a tout faux, le maïs, les céréales de soleil qui tombent à terre et ce genre de choses. Parfois, des
coopérateurs ont voté leur suicide sur des thèmes techniques qui sont le contraire. Nos blés à 90 quintaux ne peuvent pas être compétitifs avec des blés ukrainiens. La poudre de lait pour que les Chinois n'aient pas décontaminé ne peut pas être compétitive avec des blés de Nouvelle-Zélande sur une ferme de 1000 hectares sans hiver, sans foin, en silage. Les poulets élevés avec du maïs et du soja brésilien peuvent être compétitifs avec des poulets brésiliens. Le sucre de betterave en compétition avec le blé de canne à sucre pour faire de l'éthanol, qui n'est pas une appellation d'origine protégée, ça ne peut pas être compétitif. Hein. Aujourd'hui, l'immense majorité des agriculteurs sont conscients que leur agriculture industrielle, elle est coûteuse sur le plan environnemental, coûteuse sur le plan sanitaire, et même ne rémunère plus. Seuls ceux qui ont beaucoup de subventions à l'hectare, ça c'est une explication économique et un peu politique, les subventions sont distribuées, seuls les plus gros d'entre eux, qui ont beaucoup de surface, parviennent à s'en sortir. Mais il n'y aurait pas ces subventions, c'est terminé. Donc c'est clair, il nous va falloir tout piloter. Et puis il y a une chose sur laquelle je voudrais être très attentif avec vous, c'est tout ce que je viens de dire. Vous savez quel est le gros problème? C'est que c'est exigeant en travail. C'est une agriculture intensive en emploi. Est-ce idiot de vouloir promouvoir une agriculture intensive en emploi? La réponse est non. Dans un pays où il y a du chômage, c'est très utile, mais du coup, vous l'avez compris, et là, c'est là où je commence à déplacer sur le terrain politique. Je vous proposerai la solution suivante, que politiquement, nous cessions de subventionner en proportion des hectares et que nous rémunérons les agriculteurs pour leur travail quand ils nous rendent un service environnemental, quand ils nous font un bon produit, quand ils sécrètent du carbone dans les sols. Je sens que je vais être élu, sauf que je ne suis pas candidat. Pour concrétiser ce que tu viens d'exprimer, Marc, c'est que 2,7% des agriculteurs français perçoivent la moitié, 50% du budget de l'Europe qui est constitué par nos impôts. C'est la PAC. La PAC, 50% de la PAC va à 2%, 2,7% des paysans. Non, pas des paysans, des agri-managers. Et des exploiteurs, pardon. Mais parmi les 50% qui restent, c'est les plus gros de ceux qui restent qui empochent la majorité, ce qui veut dire que 80% de notre argent public qui oriente l'agriculture depuis 60 ans va dans les mains des plus gros agriculteurs et des grands agrariens. Et tout pendant... Alors là, on touche un gros problème politique. C'est pour ça qu'ils ont besoin des méga-bassines, ceux-là, parce qu'ils ont besoin absolument. Il y a que 5%, non 7% des surfaces agricoles actuelles qui sont concernées par l'irrigation. Donc les méga-bassines, évidemment, ça rentre... Il faut savoir qu'elles sont subventionnées à 70% d'ailleurs. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il est urgent, nécessaire, que l'orientation de l'agriculture ne soit plus entre les mains des seuls agriculteurs et des firmes agroalimentaires. Il est urgent que nous, les citoyens, les consommateurs, on reprenne le pouvoir pour orienter une agriculture qui respecte notre santé, qui respecte l'environnement et qui utilise ces éléments dont tu viens de nous parler, qui permettent justement de produire de façon équitable et à partir de la richesse de la nature. Oui, alors, c'est vrai que j'ai peur là maintenant d'être traité d'éco-terroriste comme c'est enregistré. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, sur ce terrain-là, j'ai envie de vous dire effectivement, je crois que nos comportements individuels de consommateurs, évidemment moi quand je change de comportement de consommation, j'achète plus bio, ça pèse pas lourd. Quand nous sommes nombreux à consommer des produits bio, ça peut avoir un impact, et ça a déjà un impact. On l'a vu, c'était avant Covid, un accroissement de la consommation de produits bio, il y avait déjà des effets macroéconomiques. Même les têtes de gondole des grandes surfaces, parfois vendaient des produits bio en tête de gondole, quoi. Et les ministres, je trouve, n'étaient pas très attentifs. Et évidemment, quand le pouvoir d'achat diminue, on voit bien que ça s'effondre. Mais oui, la somme de nos comportements de consommateurs dans des produits bio, local et équitable, il faut jouer les trois à la fois, hein. Pas l'un ou l'autre, c'est bio, local et équitable. Local, c'est souvent qu'une tomate qui est consommée peu de temps après sa récolte a conservé ses antioxydants, ses polyphénols. Une tomate qui a vécu 3 semaines dans les transports ou à l'étalage a tout perdu. Donc le local, c'est pas seulement un bilan carbone, c'est aussi la qualité nutritionnelle de nos aliments qui se détériore au fur et à mesure. Donc bio, local et équitable, c'est la rémunération d'agriculteurs pour le surtravail qui exige cette forme d'agriculture.
Et notre comportement de consommateur a de la grande importance. Je ne vous cache pas que quand je suis ici, que je vois le mouvement associatif, je dis ah, Terre de Liens, on me présente tout ça. Et bien oui, les terres de liens, les actions de parents d'élèves, etc. Si on exige que nos gamins n'aient pas de perturbateurs endocriniens dans leurs fruits et légumes, ben, je vais vous dire, on sait que beaucoup de résidus pesticides sont des perturbateurs endocriniens. La seule génération, alors c'est vraiment l'exposition de la femme enceinte, hein, j'en conviens, mais aussi à ces âges-là, à la fin de la croissance, c'est quand même, on leur annonce un cancer du sein, de la prostate, Alzheimer, Parkinson, peut-être d'une dizaine d'années plus précocement que moi qui ai des cheveux blancs, qui n'étaient pas exposés à ça quand j'étais gamin. Donc, faire en sorte que les collectivités territoriales, pour les écoles, les collèges, les lycées, s'imposent des produits labellisés bio et locaux pour aider leurs gamins et achètent un prix rémunérateur des producteurs locaux, ça peut changer beaucoup de choses localement. Du coup, je ne vous cache pas que moi, ben, finalement, je ne renonce pas non plus à mon droit de vote. Et j'ai déjà dit, je sais qu'il y a des élus locaux ici, mais j'ai déjà prévenu certains d'entre eux que, bah oui, moi je renonce pas à mon droit de vote, parce que ça va avoir une importance, puisqu'il y a des politiques agricoles communes, y compris pour le Parlement européen, je renonce pas à mon droit de vote. Et bien figurez-vous que moi, c'est vrai, une fois que j'ai voté, et vous dites, le élu, ben, je le harcèle. Les gamins, alimentation saine. Et puis, terre de liens, ben, écoutez, on va essayer. Alors, la municipalité est géniale, hein, Montsartou, ils ont acquis des terrains, tout est bio à l'école, et c'est en régie. Après, vous avez des mouvements en Aquitaine ou dans la ville parisienne aujourd'hui, pour tout ça, y compris assurer un prix rémunérateur à des producteurs labellisés bio pour qu'on leur achète local, une nourriture pour les gamins des écoles. On leur assure un prix rémunérateur, celui qui rémunère le travail de cette alimentation en question. Mais c'est vachement politique ton truc là. Oh bon Dieu. Oh là là. Non mais c'est vraiment... Mais moi je mets un P majuscule oui, à voilà, politique. c'est ça. Et puis vous savez, quand on dit on va aller un peu protectionniste sur les légumineuses, je mets un P majuscule. Et quand on dit une appellation d'origine protégée, je mets un P. C'est pas péjoratif, c'est un P majuscule. On leur demande s'ils ont des questions. Oui, c'est autorisé. Hein, c'est autorisé. Même les questions embarrassantes. Quand on n'avait pas, pas assez de fumier autrefois, on allait chercher de la bruyère dans les bois. Et justement, on ensemençait en même temps avec les petits champignons dont vous avez parlé, sur les sapins. Et il n'y avait pas les cancers qu'il y a aujourd'hui non plus à cette époque-là. Pourquoi il y a tant de cancers? D'où il n'y a pas que les pesticides, il y a tout. Les semences, vous n'avez plus le droit d'avoir vos semences à vous. Autrefois, vous avez vos semences à vous d'une année sur l'autre. Bon, elles sont traitées comment? Vous ne savez même pas. En réalité, vous ne savez pas. On vous demande de faire de l'intensité, de la quantité, en gagnant à peine. Je vais essayer de répondre à ça. Si vous êtes d'accord, on va mettre plusieurs questions. Après, il ne faudra pas que je les oublie. Mais parce que rien qu'à votre question, j'ai envie de déjà faire une nouvelle conférence. En tout cas, c'est clair. La question, c'était regarder, avant, on savait faire. Et du coup, moi qui parlais d'une agriculture moderne, on me dit retourner en arrière. Non, c'est pas ça votre question, j'ai compris. Oui. Vous avez parlé de réinoculer les sols en champignons mycorhiziens. Ça rejoint. Donc, est-ce que ça se fait tout seul après avoir replanté des haies, replanté des arbres, ou est-ce qu'il y a une intervention en particulier à faire pour réinoculer les sols? Alors du coup, je vais répondre aux deux questions à la fois, parce que vous parlez aussi des champignons, et s'inspirer de la nature. Alors il est clair que nos agroécosystèmes aménagés dont je vous ai parlé, on va mettre plusieurs plantes associées, on va faire venir des litières forestières fermentées, réinoculer ou réhabiliter les champignons mycorhiziens. C'est hyper moderne, hein, c'est très clair. C'est pas un retour en arrière, même si remettre du fumier, remettre des haies, remettre les animaux sur la paille, je l'ai entendu 1000 fois. Ah oui, c'est un retour en arrière, monsieur Dufumier. Amiche, monsieur Dufumier. Qu'est-ce que j'aurais pas entendu? Non. C'est clair, c'est pas le retour en arrière, mais oui, il nous faut impérativement, certains appellent le mot consacré, souvent c'est biomimétisme, c'est on se réinspire de choses, de comportements d'écosystèmes naturels, pour que nos écosystèmes, agroécosystèmes qui ne sont pas un bocage, c'est pas complètement naturel, hein. C'est une lande ou c'est une forêt si on n'avait pas aménagé le bocage, mais ces agroécosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, néanmoins, en s'inspirant de ce qui se passe dans la nature, oui, on va être capable d'inventer de nouveaux agroécosystèmes, pas complètement naturels, mais hautement productifs et durables. Et sur les champignons, puisque c'est le débat actuel, effectivement, le gros débat, c'est est-ce que déjà il n'y a pas des gens qui, sans le dire, utilisaient ça déjà? Je ne cache pas que quand des paysans équatoriens me disent, alors il y avait une jarre, ils retirent leur jarre, ça fermente, etc. Et ils me disent, on a mis du MM, on a mis machin. J'étais obligé à un moment donné de dire, attendez, qu'est-ce que c'est que votre MM? Alors ils m'ont dit,
un agronome qui ne sait pas ce que c'est que MM, il était un peu surpris. Il dit, mais c'est les micro-organismes de la montagne. En fait, c'était les champignons mycorhiziens. Et donc, oui, vous avez ici ou là des gens qui pratiquent sans connaître les fondements scientifiques et, effectivement, font venir, alors je le dis tout de suite dans le débat actuel, les micro-organismes de pas trop loin, c'est-à-dire qu'il faut que la litière forestière, voilà, parce que c'est vrai que là, il n'y a pas eu de fongicide sous la forêt. C'est vrai que c'est souvent sous la forêt, il y a plus de champignons mycorhiziens, on parlait de la truffe, du chêne. Et évidemment, là, il y a de la feuille, il y a de l'humus, il y a du machin, et c'est là le plus de champignons. Puis le réactif, avec des ferments lactiques, ce que j'imaginais moi, maintenant, ça y est, c'est fondé, hein, je dis scientifiquement parlant, et ils font leur machin. Et après, fertilisation homéopathique. Alors, pour le scientifique, fertilisation homéopathique, ça voulait dire calcium, phosphore, potassium à dose homéopathique. C'est-à-dire, on n'a rien mis. Sauf que non, quand vous mettez des spores de champignons mycorhiziens homéopathiques, après, ils vont proliférer, ils vont faire leur job. Ils vont aller chercher les éléments minéraux coincés entre les argiles. Donc oui, il y a urgence entre les scientifiques et les praticiens, et en s'inspirant de la nature, et les écologues, effectivement, c'est quand même la science de la nature, enfin des écosystèmes, des interactions entre les êtres vivants, et le milieu physique, etc. Oui, on a beaucoup de progrès à faire. Mais oui, les champignons, ça va être un énorme progrès. Et oui, il y a à s'inspirer de pratiques antérieures que les scientifiques ont peut-être trop méprisées. Le gros problème que je voulais dire, c'est tous les noms en site, c'est-à-dire des produits qui tuent la vie. On tue la vie des champignons, on tue la vie des insectes, on tue tout pour faire de l'agriculture chimique. Et homicide, tout est en cide. Bon, je voudrais pas jouer sur le vocabulaire, mais malgré tout, tu viens de résumer cette question-là. Quand on emploie un produit sur 70 000 tonnes de pesticides employés chaque année, principalement des insecticides et aussi des produits des fongicides, qui tuent les champignons. Mais on tue la vie. Et ça, c'est véritablement le grand problème. C'est-à-dire, moi, bon, c'est pas parce que je fais le choix d'être en bio et puis qu'aujourd'hui on est sur une fête bio, mais ce qui me paraît important dans le message qu'on voudrait apporter, c'est que tous ces produits qui tuent la vie détruisent l'environnement, détruisent la vie, détruisent les plantes, mais aussi les animaux, dont les humains. Et ça, je ne voudrais pas en faire une conclusion, mais je voudrais simplement dire que c'est très important cette question. Oui, l'agriculture moderne de demain, celle qui relève de l'agroécologie scientifique, n'éradique plus aucun produit en cible. On va vivre avec les ravageurs. On va vivre avec ce qu'on appelle les mauvaises herbes, dont certaines peuvent venir de bonnes herbes. On va vivre avec les agents pathogènes. Mais effectivement, en s'inspirant de la nature, on va minorer les ravages, on va minorer les proliférations. Minorer les proliférations, c'est diversité. Un insecte ravageur, pour qu'il trouve une autre plante accueillante, 8 barrières végétales. Ça proliférera peu. Oui, on va trouver des variétés tolérantes. Retour aux sélections paysannes. Donc, vous avez des champignons, vous avez des insectes piqueurs-suceurs. Sélectionnez des variétés velues. L'insecte piqueur, ça, il sait de piquer la sève. Comme il y a des poils, il n'y arrive pas. Vous avez des... Excusez-moi, vous avez des chenilles, feuilles lisses. Le papillon dépose son œuf, hop, ça tombe à terre. Pas de développement de l'arbre. Et maintenant, on sait, vous avez des plantes qui tolèrent simultanément l'insecte piqueur-suceur et la chenille, feuille lisse. Mais alors, comment se fait-il que l'insecte piqueur-suceur ne cause pas de dégâts, puisque la feuille est lisse sans poils? Alors, on progresse beaucoup, là c'est de nouveau la science. Ben, figurez-vous que pour certaines plantes, attention, pas toutes, faut pas généraliser, l'insecte piqueur-suceur, il fait son trou pour piquer et sucer la sève, et par ce trou, il y a un gaz volatile qui attire la coccinelle, qui s'attaque au puceron. Ça, c'est la nature. Donc, mieux on comprend les mécanismes de la nature, plus on peut s'en inspirer de façon scientifique, et du coup, on arrive, donc on connaît aujourd'hui des plantes qui tolèrent la présence simultanée. Donc oui, aujourd'hui on n'éradique plus, on vit avec les ravageurs, donc c'est les variétés tolérantes, c'est la diversité, on niche les ravages, et donc une très grande biodiversité. On ne tue rien. Oui, moi j'avais on n'éradique rien. Pardon. J'avais une question sur le plan très concret. Donc en mettant du broyat vivant, de branches vertes, sur une forêt qui n'a naturellement pas été traitée, parce que beaucoup de forêts sont traitées maintenant, qui ne sont plus des forêts mais des plantations, ça aide beaucoup, me semble-t-il, je voulais avoir votre avis,
Moi, je le fais comme ça, mais j'ai remarqué d'énormes progrès. J'ai remarqué justement ce développement de mycorhizes et j'ai remarqué beaucoup plus de vers de terre et j'ai remarqué davantage de friabilité du sol. Moi, je ne laboure pas, hein, simplement je passe la tissole. Hein. Donc, je voulais avoir votre avis. Puis, il y a des gens qui voudraient peut-être avoir la confirmation. Alors, je répète, c'est du broyat de branches, de jeunes branches, c'est-à-dire le houppier des arbres, qui ont été par ailleurs coupés pour un usage. Voilà. Qu'en pensez-vous? Donc, je vais répondre rapidement. En fait, les débats qui ont lieu en ce moment, donc la réponse est quand même plutôt oui, mais il y a toujours ce problème d'équilibre carbone-azote. Quand c'est un broyat donc mort et que la plante n'est pas riche en azote, effectivement ça développe parfois beaucoup de champignons saprophytes, certes, mais peu de champignons mycorhizaux. Voilà, alors voilà, le vrai problème il est là. Le broyat, quand il est broyé, ben, il devient mort, mais il est quand même humide, j'en conviens. Mais voilà, il y a un problème pour le broyat, sachez, il y a un problème de bon dosage carbone-azote. Voilà. Mais oui, les litières forestières fermentées, souvent, c'est pas que du broyat. Il y a aussi des feuilles mortes, donc plus vertes, moins riches en carbone, mais plus riches en azote. Donc, litière forestière fermentée et bois raméal fragmenté, c'est déjà deux choses un peu différentes. Mais il n'y a aucun dogme dans l'agriculture. Hein. C'est vraiment d'échanges de paysan à paysan et des fondements scientifiques. Mais oui, ça va être là-dessus qu'il va y avoir beaucoup de progrès. On n'a pas encore des réponses standards là-dessus, surtout. Je vous le dis tout de suite. Pardon. Une question encore. Sur les bassines, je sens que vous êtes un Non. peu... Non, parce que moi, en fait, j'ai fait le choix d'une reconversion professionnelle il y a peu de temps. Et j'ai eu des formations, donc je suis de la Sarthe par le GAP 72. Et notamment, j'ai eu connaissance du projet SMART en Provence de M. Warlop concernant l'agroforesterie, ce que vous disiez avec l'association de culture qui permet, c'est le projet Arbre à Tatouille. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit M. Warlop ou vous, M. Dufumier, et pourquoi vous n'êtes pas conseiller de notre ministre de l'Agriculture, alors qu'on est obligé de faire les démarches, d'aller vous voir dans des salons ou de faire des formations. On a l'impression que votre voix, elle ne porte pas beaucoup, sauf si on fait la démarche de venir vers vous, alors que normalement, ce seraient vos voix qui devraient porter au plus haut niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour ce compliment, parce que comme j'étais professeur à l'agro-paritech, sachez que M. Julien Normandie, le ministre qui a réautorisé les néonicotinoïdes, a été mon élève. Donc vous êtes en train de dire que j'étais un sérieux mauvais professeur. C'est lui qui n'a pas écouté. Je vous remercie. Moi, c'était une question par rapport à l'emploi et le recrutement dont vous avez parlé par rapport au changement agroécologique. Comment ça peut se passer? Est-ce qu'il l'emploi, oui. Moi, je suis désolé, mais je vais vous contredire tout à l'heure. Vous parliez d'insectes suceurs, etc., piqueurs. Cette année, vous pouvez remarquer, en tout cas chez nous, plus dans l'Ouest, c'est une catastrophe au niveau de la photosynthèse. Il n'y a pas vraiment. Moi, je recherche une explication. Moi, je suis pépiniériste, en fait, et tous les chênes souffrent, à part les frênes, mais tous les saules sont malades. C'est une catastrophe totale. Quand vous dites qu'on peut faire ça, tout ça, de différentes variétés, j'en cultive. Moi, je fais de l'osier, hein, c'est des saules. C'est véritablement une catastrophe. Je n'ai pas de solution du fait de la pluie incessante, même avec des produits bio qui sont inutiles du fait l'usage n'est pas possible puisqu'il pleut tous les jours, pour dire. Donc tout ça, je trouve qu'il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'on va pouvoir y arriver comme ça. C'est pas tout à fait juste. Et ensuite, il faudrait bien préciser les choses. Soit on est professionnel, c'est-à-dire qu'on en vit, là on parle vraiment de paysans, d'agriculteurs, etc. Ou soit on fait de la permaculture, c'est-à-dire pour des jardins, ce qui est très bien, mais qui n'est c'est pas ça qui... Enfin, je veux dire, moi, je fais la différence. C'est pas ça qui va nourrir le monde. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose qui m'inquiète quand même dans certains pays. Alors, c'est même plus de leur faute, c'est la faute du réchauffement climatique ou du chaos climatique. Mais en Égypte, entre autres, en Syrie, bon, il n'y a pas que la météo ou le machin, c'est surtout les guerres. Mais ces gens-là sont complètement dépendants des blés ukrainiens, russes, voire français. Et donc, je pense que ça poserait quand même... C'est-à-dire de faire croire qu'on va... je ne sais pas ce que vous dites, mais j'ai l'impression qu'il faudrait se méfier. Il faut toujours bien préciser que ça ne va pas se faire comme ça. C'est pas un jeu facile et ça ne va pas être dans les 10 ans que ça va se faire. Merci. Une autre question. Oui, bonjour, merci. Donc, le développement des méthaniseurs en Sarthe,
et puis en Pays de Loire. Donc, m'interroge, quid des épandages de digestat qui se répandent de plus en plus en guise d'engrais. Il y a souvent les boues d'épuration qui sont mises dedans et beaucoup de déchets qui ne sont pas bio. Merci pour toutes ces questions. Je suis désolé, il va falloir qu'on synthétise. Marc, on va répondre à ces questions et puis on va être obligé de Je vais conclure. essayer de répondre. Alors, méthane, ensuite la grosse question et puis emploi. Mais j'essaierai de ne pas oublier l'emploi. Mais la question de l'emploi, c'est tellement exigeant au travail, une nouvelle forme d'agriculture, qu'il faut surtout voir comment on pourrait créer de l'emploi. Sur le méthane, ben justement, le ministre avec lequel je me suis le mieux entendu, de tous, mais avec lequel aussi je me suis le plus disputé, quelqu'un qui n'est pas très loin d'ici, qui est resté 5 ans ministre, c'est quand même lui qui a introduit, rappelez-vous, la méthanisation, et à l'époque c'était pour la Bretagne, pour raison de la question des fertilisations azotées, les algues vertes. Et je me souviens que la première fois qu'il en a parlé, conférence publique, il y avait évidemment la FNSEA, mais il y avait aussi la Confédération paysanne, il y avait le MEDEF, le syndicat patronal, mais il y avait aussi Greenpeace. Je commence à lui dire, vous voulez résoudre la question azotée en Bretagne, et vous demandez à la Bretagne de produire du méthane, monsieur le ministre, je un peu opposé sous cette forme-là. Monsieur le ministre, vous savez très bien que le méthane, c'est du CH4, c'est du carbone. Or, la Bretagne est excédentaire en azote, elle est déficitaire en carbone. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de remettre les animaux sur la paille, de réconcilier carbone-azote et de fixer et le carbone et l'azote dans le fumier? On résoudrait la question en question. Et il m'a dit, ah non, non, ce ne sont que des cultures intermédiaires, il n'y aura pas de culture dédiée. Aujourd'hui, vous êtes conscient, on autorise jusqu'à 15% de culture dédiée, énergétique. Donc effectivement, le carbone du méthane aujourd'hui, sachez qu'il y a soit moins de carbone pour les hydrates de carbone pour notre alimentation, soit moins de carbone dans les muscles des sols. Donc effectivement, et le digestat azoté, le digestat azoté ressemble quand même à du lisier. C'est-à-dire c'est comme de l'urine, c'est du nitrate, c'est très soluble. Donc effectivement, c'est peut-être efficace pour au printemps vite réhabiliter une culture. Voilà, je ne peux pas faire une conférence entière sur la méthanisation, mais ce n'est pas la solution. Alors après, merci pour votre questionnement. Oui, ce qu'il faut arriver à dire, c'est effectivement ça, c'est que c'est hyper compliqué, hyper savant. Mais attention, quand vous parlez là des insectes, des haies, etc., c'est clair que plus on a artificialisé, simplifié nos écosystèmes, plus précisément, on est sensible à ce genre d'événements. C'est vrai que les insectes dont vous parlez, là, je ne saurais pas trop dire lesquels. Juste pour dire. Non, mais voilà, c'est le vrai problème, c'est que le cas précis dont vous parlez, je ne suis pas trop capable de répondre, mais c'est clair que plus un écosystème il est simplifié, fragilisé, moins de biodiversité, plus ce genre d'événement qui va être de plus en plus fréquent avec le dérèglement climatique, parce que c'est quand même ça qu'on voit, ici, à tel endroit c'est les campagnols, c'est là avec les insectes, là c'est des insectes, c'est clair, cette invasion d'espèces invasives qui rend notre agriculture très vulnérable, mais notre agriculture d'autant plus vulnérable qu'elle a été trop simplifiée, spécialisée, et ça c'est dramatique. Donc là, oui, on va être obligé... Marc, on fait appel aussi, là, à travers l'intervention qui a été faite, au phénomène que depuis 50 ans, c'est tout neuf, depuis moins d'un siècle, on emploie quelques milliers de pesticides et de molécules chimiques qui s'entassent les unes sur les autres, autour des autres, et sur les variétés de saules dont le camarade vient de parler, c'est vrai que là, on est devant une problématique, tu vois, où la nature n'a pas le temps nécessaire de s'adapter et de répondre. Impossible, parce que justement d'avoir voulu éradiquer la biodiversité, et cette moindre biodiversité, donc c'est la biodiversité qui se va rétablir, le mutant résistant à l'ancien pesticide, il va proliférer, on n'a pas la molécule. Jusqu'à présent, notre réponse était de dire, puisqu'un pesticide n'est pas efficace, on va chercher une deuxième, une troisième, et vous avez aujourd'hui des insectes résistants à plusieurs pesticides. Ça, cette course en avant dans toujours plus de cides, elle est suicidaire. Je crois que moi, ce serait très malhonnête. Merci pour votre question, je vous le dis tout de suite, mais très honnêtement, moi, avec ce que je comprends et de ce que je vous ai dit, ne pas vous dire ça, ce serait être salaud. Je vous le dis très clairement, faire croire qu'on va pouvoir s'en sortir par la sortie de toujours un nouveau pesticide pour résoudre la question d'une espèce invasive
qui a résisté aux pesticides antérieurs, que ce soit un insecte, un campagnol ou que ce soit un champignon pathogène, c'est l'impasse. Par contre, j'en conviens, et vous avez eu raison d'insister là-dessus, ben cette agriculture, elle est hyper compliquée, elle est artisanale, elle n'est pas industrielle, elle est exigeante en travail, et donc il nous faut impérativement aujourd'hui rémunérer le travail et non pas des subventions à l'hectare. Et rémunérer le travail à sa quantité de travail par des voies contractuelles. Moi je proposerais des politiques communes qui cessent de dire que les agriculteurs ont besoin d'aide, on va les subventionner, et c'est des aides à l'hectare parce que c'est une aide compensatoire de baisse de revenus quand on les a demandé de s'aligner sur les prix internationaux. Ça c'était du passé. Aujourd'hui c'est non. Vous nous séquestrez du carbone, dites-moi à quel prix, combien ça vous coûte. Top là, voilà. Vous nous mettez des infrastructures écologiques capables d'héberger tous les insectes auxiliaires et ce genre de choses. Dites-moi combien ça vous coûte et je vous paye au juste prix. Vous mettez des légumineuses, vous limitez l'émission de protoxyde d'azote, vous restituez la biodiversité, les abeilles vont réapparaître, et puis vous nous évitez des importations d'énergie fossile, c'est bon pour le revenu national net. La légumineuse, dites-moi à quel prix et je vous paye. Les paysans qui ne sont plus des subventions, des paysans qui demandent des aides et qui sont subventionnés, des paysans droit dans leurs bottes qui nous font un service d'intérêt général. Voilà. Si on ne fait pas ça, nous n'y parviendrons pas. Et c'est comme ça que nous créerons de l'emploi. Il n'y a pas d'autre méthode. Mais oui, c'est très exigeant en travail, ces formes modernes d'agriculture. Quelle modernité, mais quelle belle modernité. On a toute l'espérance demain pour changer de base. Alors, merci encore. Excusez-moi d'avoir été trop long. Oui, non, merci encore parce que bon, on pourrait continuer ce débat de façon fabuleuse. Je voudrais simplement rappeler que ce matin, au niveau des conférences, on est parti des plateformes logistiques en Sarthe. En fait, il s'agit de 80 hectares de couverture de hangars qui vont impacter encore des dizaines et des dizaines d'hectares pour du commerce international. C'est-à-dire qu'on va faire venir des produits qui tuent la vie, des produits alimentaires aussi pour remplacer notre développement local et qui cassent nos solidarités. Ensuite, bon, on a eu en début d'après-midi un exposé par le Conseil de développement sur la capacité des solidarités locales et de l'autonomie à travers la production d'énergie renouvelable. Là, on vient de voir que en réalité, on a fait fausse route sur le type d'agriculture qu'on a développé depuis. Mais c'est tout récent. Ça fait à peine plus de 50 ans. Donc, on va être capable de changer de base et de faire autrement. Et puis, tout de suite, pour donner dans le prolongement, Christian Vélo, Monsieur Vélo, qui est quand même un maître d'une chaire de recherche, qui va nous parler de la continuité du travail sur les OGM en particulier, sur les OGM cachés. C'est-à-dire qu'on a arrêté les OGM qui sont des éléments qui permettent d'accélérer et d'augmenter la consommation de tous les produits phytosanitaires, comme on dit, enfin tous les produits pesticides, pour employer un plus beau terme. Les intrants, les engrais. Absolument. Donc, merci encore Marc. Voilà. Eh bien, un plaisir pour toi, mais pour nous aussi. C'était un plaisir pour moi, merci.